Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Comment et pourquoi la France est-elle vraiment intervenue au Mali? Quelles sont les conséquences de l'opération Serval sur les otages notamment? Peut-on éliminer les djihadistes du Sahel? Voilà autant de questions sur lesquelles ont travaillé nos invités aujourd'hui, journalistes au Figaro tous les deux. Isabelle Lasserre, bonjour, vous êtes bonjour. Spécialiste des questions de défense. Et Thierry Oberlé, vous êtes grand reporter donc au quotidien Le Figaro. Et tous les deux, vous avez écrit Notre enquête secrète au Mali, Notre guerre secrète au Mali, pardon, les nouvelles menaces contre la France aux éditions Fayard. Alors, l'une des premières révélations, on va dire, de votre livre, c'est que cette opération Serval était en fait préparée de longue date, et vous parlez de 2009 en fait comme date de premier plan pour cette intervention française au Mali. Oui, contrairement à la guerre en Libye qui a été déclarée très très rapidement, hein, presque sur un coup de tête, l'opération Serval, elle, est dans les cartons des militaires français depuis plusieurs années pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Français ont des otages dans la région. Ensuite parce qu'on a des intérêts économiques. Je pense par exemple aux mines d'uranium au Niger exploitées par Areva. Et enfin parce que petit à petit on s'apercevait que était en train de se constituer une nouvelle terre de djihad au nord du Mali. Qu'on appelle le Sahélistan. Il y a même eu un mot qui a été inventé en fait pratiquement pour... absolument. Les services de renseignement étaient donc à l'œuvre et avaient renforcé leur travail depuis à peu près 2008-2009. Et à Paris, les militaires préparaient plusieurs plans d'opération. En même temps, c'est leur travail hein, d'être prêts si on leur donne l'ordre d'intervenir. Mais c'était dans les cartons depuis longtemps. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy lui-même aurait pu intervenir puisque les différents plans d'intervention militaire au nord du Mali ont été proposés, soumis à au minimum 2 reprises. Mais au moment où alors la décision est prise, où François Hollande décide oui nous allons intervenir, comment ça se passe exactement en fait? Avec qui il discute? Est-ce qu'il va discuter aussi avec les Américains sur les conditions de cette intervention? Parce qu'au départ il y a eu quand même des grandes discussions au sein de l'ONU pour savoir si ça devait pas être une intervention africaine en fait au départ. Comment ça se passe dans les coulisses? C'est une passation de pouvoir. François Hollande arrive à l'Élysée, il ne connaît pas tellement les questions internationales. Traditionnellement, lors des passations de pouvoir, le président et les principaux ministres sont briefés par les services de renseignement. Et là, François Hollande et aussi son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, sont briefés par les différents services de renseignement. Ils s'aperçoivent que la menace au Sahel est réelle, qu'elle s'amplifie et qu'elle devient totalement intolérable. Et là, ils ont l'instinct, le pif de foncer sur cette crise et de se dire ce sera notre crise, ce sera le Sahel. Parallèlement, c'est vrai qu'il y a des discussions depuis très longtemps avec les Américains. Les Américains ne veulent pas intervenir dans la région. Après l'enlisement en Irak et en Afghanistan, plus de troupes au sol, disent-ils. C'est la nouvelle doctrine de leading from behind, hein, d'intervenir, soutenir derrière le rideau, comme on l'a fait en Libye. En même temps, ils ont beaucoup de renseignements dans la région. Ils sont conscients que la menace devient elle aussi intolérable. Et donc, les Américains poussent discrètement les Français, encouragent les Français. En fait, les Américains cherchent un partenaire pour faire le boulot dans le Sahel. Et en même temps, ils sont là pour aider les Français dans tous ce qu'on appelle les trous capacitaires, hein, ce que ne peuvent pas faire tout seuls les Français, c'est-à-dire le renseignement, le transport stratégique et le ravitaillement en vol. En vol, merci. Alors, Thierry Oberlé, vous avez accompagné cette intervention militaire. Vous avez accompagné... Oui, je l'ai suivi, oui. Alors, beaucoup de journalistes se sont plaints de la façon d'être embedded sans pouvoir l'être vraiment, de ne pas pouvoir ni prendre des notes, ni filmer particulièrement, ni prendre de photos, et que finalement, la communication passait extrêmement mal. Comment vous l'avez suivi, cette guerre? Comment vous l'avez ressenti, ça? Enfin, moi, au moment où je me suis rendu sur place, il n'y avait pas, en fait, de véritable combat. Il y en a eu à la fin sur la trace d'Ifoghas. Parce qu'on parle d'ailleurs de guerre invisible, en fait. C'était sans doute une guerre invisible, mais c'était aussi une absence de guerre. C'est-à-dire que les groupes djihadistes sont défilés et ont essayé de quitter le pays, de rentrer dans des stratégies de contre-guérilla. Moi, j'ai assisté à des combats, ça a duré quelques heures à Gao.
où effectivement il y a une dizaine de combattants du Mujao qui s'étaient emparés du commissariat, qui ont été délogés au bout de quelques heures, après des tirs d'hélicoptères français. Et voilà, c'est la seule trace de guerre que j'ai vue, mais celle-ci n'a pas été cachée d'ailleurs. Et je pense qu'il y a eu, en fait, il y a eu une guerre qui n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que ces groupes sont des groupes djihadistes qui évitent le combat frontal et qui sont dans un type de... mais qui maintenant se réorganisent et qui maintenant vont intervenir. Et on va les voir de plus en plus souvent sur le terrain. Oui, et d'ailleurs, ils ont commencé à intervenir, en tout cas par des nouveaux actes terroristes, enfin au Niger notamment. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux types de groupes. Il y a ceux du Mujao qui sont des combattants qui sont plutôt maliens, africains, noirs, qui sont dans la région de Gao et qui ont des petits... qui se cachent et qui peuvent intervenir et qui ont une capacité de nuisance locale assez forte. Et puis, il y a le gros des troupes, c'est-à-dire AQMI, le groupe de Mokhtar Belmokhtar, qui, eux, sont partis vers le sud libyen, la Tunisie et, dit-on, aujourd'hui le Tchad, et qui, eux, veulent se projeter à une capacité de projection sur les pays environnants et qui ont une volonté de s'en prendre aux intérêts français. Il y a un véritable risque, d'après vous, contre les intérêts, pour les intérêts français dans la région. Est-ce qu'il faut prendre la menace, cette menace terroriste au sérieux aujourd'hui que les groupes djihadistes ont été un peu éparpillés partout? C'est certain, mais en fait, ça fait plusieurs années que la menace est à son maximum depuis que le GSPC algérien s'étant transformé en AQMI, a déclaré la France comme son ennemi principal. Hein. C'est un petit peu comme les Américains en 2001 avec Al-Qaïda. Donc la menace était déjà réelle. Elle s'amplifiait sur le terrain, comme elle s'amplifie souvent dans les pays qui ont été délaissés par l'État. Hein. Et par ailleurs, elle est alimentée aussi par le fait que la France soit intervenue directement contre eux. Mais alors, si on considère juste les intérêts français, est-ce qu'il fallait intervenir? Parce que finalement, en intervenant, la France devient une cible, encore plus qu'avant, et finalement, en éparpillant ces groupes terroristes, le risque est un peu plus difficile. Oui, non, parce qu'elle était déjà la cible, et la menace était vraiment considérée comme intolérable. Donc pour vous, de toute façon, c'était une intervention. De toute façon, des attentats allaient être commis dans les mois qui viennent. Donc de toute façon, l'intervention était absolument inéluctable. Maintenant, effectivement, la menace est forte, mais on a quand même gagné, au niveau des groupes, on a quand même gagné un petit peu de répit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que disent les responsables de la lutte antiterroriste, hein, ce qu'ils pensent, c'est qu'AQMI n'est pas en mesure aujourd'hui de réaliser un attentat d'envergure. Donc on voit des petites attaques suicides comme ça, c'est très désagréable. Mais si on maintient la pression et qu'on s'efforce d'aller continuer à les pourchasser, hein, on peut quand même vraiment limiter les dégâts. Mais attention, il ne faut pas que la menace se reconstitue au sud libyen. Une des raisons... Oui. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans une histoire qui en fait est assez ancienne. Quand on prend le cas de Mokhtar Belmokhtar, qui dont on ne sait toujours pas s'il est vraiment mort ou pas, il y a eu une sorte de débat aussi. Il y a eu un débat sur ce point, c'est-à-dire que le président tchadien Déby avait annoncé sa mort. Il y a eu des prélèvements ADN qui ont été effectués, des contrôles donc en Algérie, et on n'a pas pu conclure à la mort de Mokhtar Belmokhtar. Donc on le considère maintenant comme vivant. Il faut savoir que ce type, c'est un djihadiste qui, de ses premiers combats, remonte à l'Afghanistan à l'époque du départ des soviétiques. Et ensuite, il a fait toute la guerre civile en Algérie, 150 000 morts. C'est une histoire extrêmement lourde et les Algériens, finalement, ont réussi à repousser la menace au Mali, ne se sont plus souciés de cette affaire et les Français ont hérité un peu du bébé et on essaye de gérer le dossier aujourd'hui. Mais c'est une histoire qui est très longue et qui ne va pas être réglée, qui ne sera pas réglée demain. Je veux dire, on va rentrer dans une forme de terrorisme de moyenne intensité dans cette région pendant des années encore. Alors, une dernière question peut-être. Juste aussi, une des raisons de l'intervention française, notamment au Mali, c'est que l'État malien, l'armée malienne ne pouvait pas intervenir à cause du coup d'État, à cause d'un état de désorganisation, à cause d'un État en déliquescence totale. Aujourd'hui, on parle d'élections. En juillet, beaucoup disent que c'est trop tôt parce que les conditions ne sont pas encore réunies pour ça.
vous qui êtes allé au Mali, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que la communauté internationale considère qu'il faut organiser des élections très vite, parce que d'abord les Américains ne veulent pas financer un État qui ne soit pas une démocratie. Tout le monde veut aller dans des élections le plus rapidement possible, mais elle se heurte à plusieurs problèmes. Le premier, c'est celui des Touaregs, qui sont à Kidal et qui sont indépendantistes et qui refusent de céder la ville aux autorités administratives maliennes. La seconde, c'est une organisation dans l'urgence avec une classe politique qui est extrêmement décrédibilisée. Et puis, toujours cette menace des militaires à Bamako. Isabelle Lasserre, un dernier mot? Non, je crois que sur place, beaucoup de gens doutent que les élections puissent se passer dans des conditions de sécurité et surtout de légitimité totale à cause de ce point de Kidal. Mais en même temps, tout le monde est persuadé qu'il faut absolument aller de l'avant. Je sais pas du tout comment ça va se passer, en fait. Je crois que personne ne le sait aujourd'hui. Personne ne le sait. Merci beaucoup. Voilà, on restera sur ce constat. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle donc le titre de votre livre, Notre guerre secrète au Mali, les nouvelles menaces contre la France, aux éditions Fayard. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet france24.com en français, en anglais et en arabe. Bon,